Cette émission vous est présentée par Place aux Jeunes des Jardins MRC d'Argenteuil qui permet à des jeunes de 18 à 35 ans de participer à des séjours exploratoires pour venir s'établir dans notre belle région. Place aux Jeunes parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent dans Argenteuil. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette première épisode de la 3e saison d'Histoire d'entrepreneurs. Saviez-vous que dans Argenteuil, il y a 2 commerces avec des noms similaires? Eh bien, je vous invite à venir découvrir le pub Sir John Abbott à Saint-André d'Argenteuil et la brasserie Sir John à La Chute. Bonjour tout le monde, nous sommes ici au pub Sir John Abbott à Saint-André et je suis accompagné de Denis Pelland qui est le président du CA de la coopérative de travail. Ça va bien Denis? Ça va très bien, Bernard. Merci beaucoup de nous recevoir ici aujourd'hui pour Histoire d'entrepreneurs. Ça fait plaisir, merci d'avoir pensé à moi. Absolument, absolument. Oui. Denis, j'aimerais entendre ton parcours, donc ce qui a mené au fait que tu as décidé de te lancer en affaires. Me lancer en affaires, moi, je viens d'une famille, je dirais relativement, une famille moyenne. Mon père était soudeur dans une entreprise de la grande industrie. Ma mère avait son commerce quand j'étais tout jeune. À l'époque, je dirais que c'était peut-être quelque chose d'assez inusité. Déjà une femme en affaires. Oui. Puis moi, j'ai vu ma mère travailler toute mon enfance. Elle avait un salon d'esthétique à la maison. Puis à un moment donné, elle a même réussi à sortir de la maison. Puis elle a eu un local, elle a eu des employés, tout ça. Donc, quand moi, j'étais jeune, c'était quand même un modèle, je dirais, différent. J'ai eu accès à un modèle différent. Puis, comme entrepreneur, je pense que j'ai aussi, après ça, par la suite, commencé à développer un modèle aussi différent. Fait que mon parcours, essentiellement, j'ai terminé mes études. Je suis allé compléter un bac en enseignement. Okay. Une fois que j'ai terminé mon bac en enseignement, je suis allé travailler comme enseignant au secondaire. Et puis, le long de mes études, j'avais travaillé dans la restauration. J'avais aimé ça. Puis, je m'en ennuyais. Donc, j'ai comme lâché l'enseignement, je suis retourné à la restauration à divers postes, que ce soit comme formateur ou gestionnaire, dans le domaine du tourisme aussi. Puis éventuellement, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai eu une occasion, il y a eu une opportunité qui s'est ouverte ici à la Marina Saint-André il y a 2 ans, puis j'ai sauté dessus. Parfait. Donc vraiment, le positionnement que tu as décidé de prendre avec la coopérative, est-ce que tu pourrais développer là-dessus? Moi, c'est drôle parce qu'être en affaires, souvent, on voit ça comme quelqu'un qui est tout seul, puis c'est un entrepreneur, puis qui décide du jour au lendemain de fonder une entreprise. Moi, je ne voulais pas être tout seul. Donc, j'ai fondé une coopérative de travail. C'est un modèle qui est différent. Quand je disais tantôt, j'ai eu un modèle différent aussi. Comme ma mère a été un modèle différent en affaires. C'est un peu la même chose. Je ne voulais pas partir une entreprise. Une entreprise, normalement, ça a un seul objectif, c'est réaliser des profits. Oui. On s'entend, tout le monde se donne une mission. Absolument. Puis la mission vient comme un peu compléter ça, mais la mission première d'une entreprise, c'est de générer du profit. Je ne peux pas dire que notre coopérative n'a pas comme mission de générer du profit, mais à la base, comme on est une coop, on a un objectif qui est de faire travailler les membres, donc les 3 propriétaires. Et par la suite, on s'est donné une mission sociale qui est très, très présente. Donc, moi, être un entrepreneur juste pour générer du profit, je n'aurais pas de plaisir. Par contre, être un entrepreneur pour consolider les liens dans une communauté, pour redonner à la communauté, pour faire en sorte que mon entreprise soit au centre d'une activité économique plus sociale, ça, pour moi, c'est important. As-tu rencontré des défis particuliers lorsque tu es arrivé avec cette nouvelle façon de faire, nouveau projet? Le modèle coopératif, déjà, est un peu différent. Oui. Déjà, c'est plus difficile. Juste sur le plan légal, c'est un peu plus complexe. Ça demande un peu plus de travail. Un modèle de restauration, c'est sûr qu'en restauration, il y en a beaucoup aussi. Donc, la restauration, c'est quelque chose qui est courant, qui est commun. Les marges de profit ne sont pas énormes. Donc, et on est dans un village qui, au moment d'ouvrir, en 2018, on a fait un événement qui était un événement temporaire, donc qui a duré 8 jours. Le but était de faire connaître les produits de la région. Ça a été un événement éphémère de 8 jours. Bien, on est dans un village, donc c'est sûr que, on a beaucoup de monde qui passe sur la route ici devant, mais on ne s'attend pas à avoir... on n'est pas sur la rue principale à La Chute, on n'est pas dans un secteur commercial de Laval. Donc, on est dans un village. Donc, il faut être conscient de ça. Et c'est notre plus gros handicap, mais en même temps, c'est aussi, c'est ce qu'on a essayé de faire beaucoup cet été, on essaie de tourner ça en un avantage incontournable. C'est-à-dire que il y a quelque chose de magique dans la vie de village, la proximité, le fait de vivre à un autre rythme aussi. On n'est pas dans le trafic, on n'est pas dans l'urgence, on est dans autre chose. Donc, c'est un peu ce côté-là, profiter de la vie, saisir le moment présent. C'est un peu vers ça
L'expérience qu'on essaie de faire vivre à nos clients, c'est un peu ça. Au point de vue de te démarquer, on voit que tu fais les choses différemment. On se souvient en campagne électorale, tu avais l'affichage « On est en campagne » avec les candidats. Ça, je m'en souviens très bien. Et j'ai vu récemment que tu t'es adapté assez rapidement et tu as fondé le site web Mode avant l'initiative du panier bleu du gouvernement du Québec. Ouais. D'où viennent tes inspirations pour te démarquer aussi rapidement? En fait, je dis notre mission, pour moi comme entrepreneur, la mission première, c'est pas nécessairement de générer de l'argent. Non. Par contre, les entreprises qui en génèrent sont d'excellents modèles. Fait que, je me dis, si Amazon a développé un modèle en ligne seulement, puis réussit à aller chercher une clientèle, bien, il y a sûrement moyen pour une petite entreprise de trouver aussi sa niche. Évidemment, on n'a pas la prétention d'aller concurrencer contre Amazon. Nous, on fait en plus du produit périssable, donc il y a encore une autre dynamique qui n'est pas simple à gérer, c'est-à-dire que c'est des produits qui doivent être livrés dans un court délai. On était déjà un restaurant locavore, donc on faisait déjà affaire avec des petits producteurs du coin. Donc déjà, eux, arriver puis leur dire « Je te donne une commande le jeudi à 8 h, il faut que tu me le livres le vendredi, le lendemain matin. Ah ben là, moi, j'ai un marché fermier, ben là, j'ai une livraison. » Donc eux aussi avaient leurs défis. Donc déjà, d'arriver puis avec une certaine exigence au niveau des producteurs, ça crée aussi une autre problématique. Bien, ça s'est bien passé. Les gens étaient contents de participer à ça. Donc, le modèle, il est surgi d'un besoin, je dirais, urgent de faire survivre le restaurant lui-même parce qu'évidemment, avec la pandémie, on ne pouvait plus opérer. Là. Non, mais ça prouve que tu as une capacité d'adaptation assez remarquable. Non, il faut, exactement. Absolument. Là, on remarque aussi, on regarde ton menu. Moi, je suis venu à plusieurs reprises. C'est très, très bon. Et tu t'inspires beaucoup. En fait, tu utilises beaucoup d'aliments locaux. Oui. Donc, c'est une préférence personnelle. C'est important pour toi? Bien, c'est important, puis c'est drôle parce que avant d'avoir le restaurant ici, à temps partiel, je dirais, puis comme plan B, ma conjointe et moi, on avait un chef à domicile. Donc, pendant une 12aine d'années, on s'est promené beaucoup dans les Laurentides. On habitait à Prévost à ce moment-là, puis on faisait des traiteurs un peu partout. Et puis, on s'est rendu compte qu'on allait chercher beaucoup de viande localement, mais on ne connaissait pas du tout Argenteuil. Pourtant, je suis à Prévost là, à ce moment-là. Ouais. Je suis vraiment pas loin. J'allais chercher mon bison à Rawdon, alors qu'on en a ici, qui auraient été beaucoup plus rapides. Là, je faisais 1h15 de voiture parce que je ne savais pas qu'on avait accès à autant de producteurs, autant de production, autant de diversité dans un territoire si petit. Quand on a déménagé dans Argenteuil, puis on s'en est rendu compte de ça, c'est sûr qu'en ouvrant un restaurant, j'avais cette volonté-là d'utiliser les produits les plus près possibles. D'une part, pour réduire l'empreinte environnementale sur l'opération d'un restaurant, mais aussi parce que, pour moi, Argenteuil, la richesse première, c'est son terroir, c'est ses artisans. Puis si on ne fait pas ça, je trouve qu'on passe à côté. Puis dans un modèle où je disais que la recherche du profit, c'est important, mais pour nous, ce n'est pas la priorité, bien, je me dis, si chaque dépense que notre entreprise génère, elle le fait localement, bien, à ce moment-là, c'est les producteurs locaux qui en profitent, qui eux aussi peuvent... Donc, on génère une richesse localement, ce qui est totalement un modèle contraire à ce qu'on connaît habituellement, où est-ce qu'on envoie... Dans le fond, on fait une paye, on prend notre paye, on envoie ça chez Amazon, qui envoie ça quelque part, puis ça ne revient jamais. Donc, nous autres, on trouvait ça important de développer un modèle comme celui-là. Bien, félicitations, c'est très bien, honnêtement. Sauf que ça apporte son lot de complexité au niveau de la logistique. Comment tu gères avec ça? Comment tu trouves tes produits? Je veux pas savoir comment tu négocies avec les fournisseurs, mais... On négocie peu avec les agriculteurs, pour être franc. On commence par voir le produit. Excellent. Nous, on se dit, si le produit a une valeur, le client va le payer. Donc là, après ça, nous, c'est notre travail, si on veut, ici à la coopérative, de travailler le produit, de le présenter puis d'aller générer une marge de profit. Il faut que le client, quand il reçoit son assiette, fasse comme « OK, c'est peut-être un peu plus cher ou pas, parce qu'il y a certains produits qu'on réussit à garder quand même assez bas. Puis, écoute, j'ai mangé ça, c'est pas trop cher, c'est abordable, c'est accessible. Donc, nous, on veut vraiment pas une cuisine qui est trop haut de gamme. On veut vraiment aller chercher le consommateur moyen, le gastronome moyen, le foodies, qui a envie d'essayer des produits, puis qui fait comme, coudonc, finalement, c'est pas si compliqué que ça à cuisiner peut-être le canard, c'est pas si compliqué que ça à cuisiner le bison, le sanglier. Donc, c'est des produits qu'on a ici. Tu as beaucoup de feedback des clients après. Oui, c'est bien. Est-ce que tu as beaucoup de rotation au niveau de ta clientèle ou c'est généralement des habitués? L'année dernière, quand on a ouvert pour notre première saison estivale, on avait beaucoup de clientèle qui venait surtout de Saint-Placide, Saint-André, un peu Grenville, un peu de La Chute, un peu moins.
Les gens, peut-être à la chute, on dirait qu'ils ont comme cette crainte-là de dire on s'en va jusqu'à Saint-André pour c'est souper, loin, c'est ça. mais c'est pas plus loin que d'aller à Mirabel. Mais cette année, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de gens qui viennent par bateau. Okay. Donc là, le mot semble se passer sur le lac des Deux-Montagnes, qu'il se passe quelque chose à Saint-André. Des gens qui nous appellent, on est sur le lac des Deux-Montagnes, on va être là à 6 heures et vous de la place. Donc ça, on n'avait pas ça l'été dernier. Donc là, il y a comme il y a beaucoup plus de clientèle qui s'arrête. Notre concept qu'on a fait aussi de street food, de cuisine de rue, a fait en sorte que les gens maintenant, il y a quelque chose qui se passe au pub, il y a pas juste, font pas juste passer. Beaucoup s'arrêtaient à Montebello. On a peut-être réussi à en convaincre certains de s'arrêter ici cette année. Quand tu rentres ici, Denis, tu débarres la porte, ton petit plaisir de la journée ou de la soirée quand tu es ici? Mon plus gros plaisir quand on a ouvert, c'était vraiment d'avoir des spectacles. On s'était fait une petite scène, puis on trouvait ça le fun. Là, évidemment, c'est mis sur pause. Ça, c'est un peu plus... je trouve ça un peu plate parce que justement dans notre mission qu'on s'est donnée d'animer la communauté, faire des shows les vendredis soirs, de faire des soirées jeux de société aussi en collaboration avec Mini-Mélo. On faisait des événements de ce type-là qui visaient justement à ramener les gens ensemble, à célébrer autour d'un événement, autour d'une culture quelconque. Malheureusement, ça, on ne l'a plus. Donc, je dirais que présentement, l'été, c'est beaucoup de travailler les produits. À chaque semaine, le menu a changé cet été. Donc, on changeait le menu. Là, à chaque semaine, on avait un menu fermier différent en fonction de ce qu'on recevait des producteurs. Wow. Là, à l'automne, on va passer à un menu, une table d'hôte par mois. Donc, on va avoir un changement par mois, puis on va avoir un menu qui va être là pour la saison automne-hiver, un menu régulier. Donc, menu régulier plus un menu qui change à chaque mois pour l'hiver. C'est un peu plus difficile, évidemment, d'être 100% local l'hiver, mais on y arrive quand même. On élargit un peu plus notre rayon d'action, mais on reste le plus possible 100% Québec. Okay. As-tu des projets qui s'en viennent? On a des projets. C'est sûr qu'avec l'hiver puis la pandémie, on sait qu'on ne pourra pas exploiter notre terrasse, donc ça réduit beaucoup notre espace à l'intérieur. On est en train de passer un projet de vente au détail. On l'a fait un peu cet été, développer des produits qui visent l'épicerie. Donc, on n'est pas obligé de vendre nous-mêmes, qu'on peut vendre à quelqu'un qui va le revendre, mais c'est un projet qui est très embryonnaire. Mais encore là, dans ce projet-là, on veut intégrer la communauté, on veut intégrer des jeunes, on veut intégrer pas seulement que nous. Donc, on veut intégrer d'autres entreprises aussi dans nos produits. Là. Mais tu sens une bonne réciprocité des gens avec qui tu travailles. Oui. C'est excellent, ça. Mais c'est bien parce que, dans le fond, tu ne t'orientes pas seulement dans la restauration. Je veux dire, tu t'en vas puis tu crées de différentes avenues. On reste dans l'agroalimentaire parce que selon l'analyse que nous, on a fait il y a 3 ans quand on a commencé, on considère qu'Argenteuil a une richesse incroyable et qu'elle est méconnue. C'est ça qui est le plus beau de la chose, c'est qu'on peut être des ambassadeurs, faire connaître ce terroir-là à beaucoup de monde. Puis je pense qu'on réussit à le faire. Cet été, on a beaucoup de gens de l'extérieur d'Argenteuil qui sont venus. Par bateau, notamment, là, donc des gens de Vaudreuil, beaucoup de monde de Vaudreuil. Donc, tu sais, c'est le fun parce que là, on rayonne un peu plus, là, un peu plus large que juste notre communauté. Ta prochaine étape, vision d'entreprise dans 2 ans? Eh boy, dans 2 ans. Difficile, hein? C'est difficile parce qu'on avait une vision avant le mois de mars. Je comprends. Dans 2 ans, dans la situation actuelle, c'est sûr que si on est capable de se positionner pour produire des ingrédients, des aliments retail, vente au détail, c'est sûr que là, ça va devenir autre chose, beaucoup plus intéressant aussi pour nous. Le restaurant va toujours avoir sa place. On a des heures d'ouverture illimitées. On n'a pas l'intention d'ouvrir 7 jours sur 7 non plus. On va voir, on y va avec la demande. Pour l'instant, on est ouvert seulement 2 jours. Les événements privés aussi, on en a l'occasion, un peu moins là, depuis le début du mois de mars, évidemment. Mais beaucoup de take-out. Toujours possible de prendre nos tables d'hôtes en take-out, nos repas en take-out. Dans le mode market, on va essayer de réintégrer nos tables d'hôtes qu'on faisait l'hiver dernier pendant la pandémie, pendant le confinement. Donc, les gens pourront recommander encore en ligne, puis on ira leur livrer le samedi après-midi, le repas du samedi. Donc, ça, on le fait pendant le confinement. Évidemment, ça a été... on a eu vraiment une belle réponse. Mais ça veut dire que le mode market est là pour rester? Pour l'instant, il reste là. Okay. Nos produits de détail vont être disponibles sur le mode market, assurément. Puis, s'il y a d'autres producteurs qui veulent s'ajouter, on est toujours ouvert. Puis, est-ce que tu figures faire une croissance numérique également? Aller pousser plus large au niveau du numérique, je ne sais pas. La problématique qu'on a au niveau du numérique, comme je disais tantôt, c'est que c'est du périssable. Je ne peux pas prendre un produit. Certains produits, je peux les prendre et les mettre dans un camion de FedEx, mais en général, c'est un peu complexe. Okay. Donc, c'est sûr qu'on ne deviendra pas une ferme loufa avec un réseau de distribution aussi grand que ça. Pour l'instant, on se concentre dans 3 MRC. Jusqu'à la fin de l'été, il n'y a pas de frais de livraison pour les MRC de Mirabel et de Deux-Montagnes. On va voir peut-être à partir du mois de septembre, il est possible qu'il y ait des frais, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Excellent. Bien, merci beaucoup. Ça a été très intéressant. Merci.
Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Histoire d'entrepreneur. J'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Maxime Hébert, Serge Duprat et Joël Duprat, copropriétaire de la brasserie Sir John située ici même à La Chute. Ça va bien, messieurs? très bien. Oui. Donc, vous connaissez la brasserie, vous connaissez les produits, mais on a décidé de les rencontrer aujourd'hui pour parler de leur parcours d'entrepreneur. Donc, Maxime, ça va bien? Natif d'Argenteuil, est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours après les études jusqu'au moment qui a mené à aujourd'hui? Yes, absolument. Ben oui, je suis natif d'Argenteuil depuis toujours. En fait, j'ai grandi ici, fait mon primaire, mon secondaire. Après ça, j'étais allé au cégep à Saint-Jérôme. J'étais allé étudier en cinéma. J'ai toujours fait ça depuis que j'ai toujours trippé sur le cinéma depuis que j'ai 16-17 ans. J'étais allé étudier là-dedans. J'en ai fait, c'est ma carrière, c'est ma carrière première, c'est ça. Je suis réalisateur vidéo. J'ai ma petite compagnie de production de films corporatifs, publicitaires, captation d'événements, tout Ça ça. s'appelle comment? Proximité Production. Proximité. Oui. Ça fait 10 ans presque que je roule avec ma compagnie. OK. Je fais beaucoup de sous-traitance pour Juste pour rire, des boîtes comme Fairplay, Zone 3, des émissions de télé. C'est souvent à la pige, là, des contrats de réalisation, direction photo par rapport à... Tu sais, c'est toutes des choses différentes. Fait que principalement, c'est ça. Mon background est en vidéo. Mais tu t'es démarqué pareil avec ton entreprise. Tu as travaillé avec Luc Langevin. Oui, j'ai travaillé beaucoup avec Luc Langevin. Depuis les 5 dernières années, j'ai fait ses spectacles, les émissions à Radio-Canada. Vraiment une belle émission. Je traite beaucoup à faire ce projet-là. Et tu as une nomination? Ben oui, j'ai été nominé au Gala Gémeaux l'an passé. Vraiment une surprise pour moi, c'était une première. Écoute, je ne m'attendais pas à ça. Puis c'était vraiment un événement assez stressant pour moi. Là, je ne m'attendais pas à ça. Là. Tout un parcours. Serge? Bonjour. Moi, je suis natif de Laval. Je suis arrivé à La Chute en 79 à peu près. J'ai commencé en affaires ici avec une première compagnie d'ébénisterie qui faisait des meubles pour l'équipement de bureau. Après, on a parti une compagnie de meubles résidentiels qui s'appelait Forme D, dont on a gagné plusieurs prix. Ici dans Argenteuil? Ah oui, c'est à La Chute. À La Chute. Avec cette compagnie-là, on a gagné, c'est ça, plusieurs prix d'excellence, prix du Canada, puis tout ça. Puis, après ça, on a vendu cette entreprise-là en 89. Et puis, quand cette entreprise-là a refermé en 91, notre interdiction de travailler dans le domaine est tombée automatiquement. Fait qu'on a reparti une compagnie qui s'appelait Visu. Et puis, on a eu ça plusieurs années. On a eu Visulam aussi. De Visu, il y a Visulam qui est sorti de là. Dans Visu aussi, on a gagné plusieurs prix d'excellence au niveau du design, tout ça. Et puis, Visulam est encore en opération. Puis après ça, j'ai pris un semblant de retraite. Puis, Et ça, c'est sur combien de temps? De 79 à aujourd'hui. À aujourd'hui. On a toujours été en affaires à La Chute avec quand même des bonnes entreprises. Là, on avait, dans Visu et Visulam, on avait 125 employés à un moment donné. Fait que c'était quand même assez gros pour La Chute là, comme entreprise. Là. Mais toujours été entrepreneur, selon ce que je peux comprendre. Oui. J'ai travaillé peut-être 6 mois pour quelqu'un d'autre. Le reste du temps, dans le même j'ai toujours domaine? été... Non, Okay. J'ai fait plein d'autres choses avant. Là, plein de petites entreprises, des petites boutiques de macramé à 16 ans. Puis, je fais pas mal de choses. Ah, très intéressant. Ouais. Joël? Oui, natif de La Chute. J'ai commencé, dans le fond, j'ai étudié en graphisme à Antique. Peut-être un an et demi, j'ai pas fini. J'avais pas vraiment d'intérêt. Même si j'aime ça, le graphisme, c'est pas quelque chose que j'aimais pas les cours. J'ai jamais vraiment aimé beaucoup l'école, en réalité. Puis, dans le fond, mon père m'a offert un emploi chez Visulam qui commençait à ce moment-là. Donc, c'est là que j'ai commencé, dans le fond, à travailler pour mon père. Puis ensuite, j'ai évolué dans l'entreprise. Puis j'ai transféré chez Visu. C'était avec, tu sais, dans le fond, c'était un démarrage de Visulam dans ce temps-là, donc il fallait comme bâtir un peu des structures, bâtir des logiciels, des choses comme ça. Fait que c'est quelque chose, tu sais, c'est comme ça m'a donné un peu le goût de l'entrepreneuriat, même si je l'avais peut-être un petit peu déjà, parce que j'avais déjà voulu commencer une compagnie de skateboard quand j'étais en secondaire 1. Dans l'usine. Ouais, avec le bois de papa. Exactement. Donc, c'est comme ça n'a pas fait longtemps, mon affaire, mais quand même, j'avais déjà ce désir-là, je pense à je sais pas moi, à 13-14 ans.
Donc, c'est ça. Puis, au fil du temps, là, en 2008, Visu a fermé. Puis, j'ai commencé à faire plus de design industriel que j'ai appris sur le tas, veux pas. Ma mère est designer industriel, fait que je me suis... OK. Moi, puis il est né dans une usine de meubles. Ouais, c'est ça. Donc, ça l'aide. Fait que disons que le meuble, je connais pas mal ça. Fait que c'est ça, j'ai commencé à travailler à mon compte pour d'autres entreprises, pour une compagnie de salle de bain de Boucherville, de Belleuil plutôt. Belleuil. Puis Wetstyle, puis ensuite pour d'autres entreprises. Puis graduellement, un moment, j'ai commencé à travailler pour Jean-François Nolin, qui est notre autre partenaire ici, pour UP, puis UP Meubles à Victoriaville, en design, puis j'ai monté des échelles, puis je suis maintenant partenaire avec lui dans l'entreprise. Fait que c'est un peu ça. Ouais. Très intéressant. Donc, les trois, des parcours différents, semblables un peu ici, mais des parcours différents. Votre première expérience en affaires, la difficulté que vous avez rencontrée? De se faire connaître, je pense, tu sais, de se faire un réseau de contacts, de connaître les gens. Je pense que les premières années, c'est les plus dures. La première année, là, de vraiment se lancer dans le vide, là, c'est vraiment ça qui est... Surtout dans le multimédia, des dans vidéos. Le multimédia, aussi. surtout à la chute. Tu sais, la chute, c'est quand même le fun parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille là-dedans. Fait que ça c'est venu assez vite, les partenaires d'affaires, tout ça, le réseau s'est fait assez vite. Montréal, c'est un petit peu plus long. Tu sais, ça se travaille, tu te fais connaître, tu rencontres des gens. Fait que, je parle de Montréal étant les productions télé, Oui. là, à ce niveau-là. Mais je saute là-dessus, justement. C'est quoi qui a fait que tu t'es démarqué pour commencer à contribuer avec Juste pour rire, Luc Langevin? Est-ce que c'est ton approche ou c'est vraiment la qualité de ton produit? Écoute, quand j'ai commencé à travailler chez Juste pour rire, j'avais 20 ans. J'étais à la TVC aussi. Il faut dire que j'ai travaillé à la TVC d'Argenteuil pendant 2 ans. Puis j'ai eu une offre d'emploi par Juste pour rire. J'avais un contact là-bas. Quelqu'un qui m'a donné ma chance comme faire du montage là-bas pour les grandes entrevues puis les galas Juste pour rire à TVA. Oh, wow. Fait que ça, j'ai eu beaucoup de plaisir pendant 2 ans. J'étais là de soir, de jour à faire du montage. C'était une école, là? Oui, c'était vraiment cool. Fait que, après ça, de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres gens, d'autres boîtes de production qui m'ont donné d'autres offres d'emploi et tout ça. Ah, c'est bien. Fait que c'est le fun. Serge, première difficulté? Ben nous, on était quand même dans l'industrie du meuble. Fait que l'industrie du meuble, ça n'a jamais été très reconnu au niveau des banquiers. Fait que c'était toujours le financement qui était notre problème parce que ça prend beaucoup d'équipement pour grossir, pour avoir une usine de meubles. Fait que ça coûtait quand même plusieurs milliers de dollars. Puis à la fin, c'était plus des millions qu'on parlait. Ouais. Fait que c'est toujours ça le problème. C'est trouver le financement, être capable, puis surtout quand on n'a pas d'argent en partant, là, ça l'aide pas. Quand on a débuté, on n'avait pas cette renommée-là aussi. Là. À la fin, c'était un peu plus simple parce qu'on était connus dans le milieu, puis on avait déjà fait nos preuves, là, mais c'est toujours le même problème. Puis dans vos débuts, c'était pas automatisé comme aujourd'hui non plus, donc il y a la main-d'œuvre. Non, mais moi, j'étais pas mal dans l'automatisation parce que quand on a parti Formedé, on a acheté les premières machines à contrôle numérique qui rentraient au Canada. Fait qu'on les a achetées directement au show pendant l'exposition, puis on a été les premiers à travailler avec ça. Fait que chez Formedé, déjà, on avait des contrôles numériques. Après ça, chez Visulam, c'est tout avec des robots Fanuc. On a tout monté ça avec des robots Fanuc. Fait que c'est quand même... au niveau de l'automatisation, là, on a fait pas mal. Puis ici, on va commencer à en faire bientôt. Là. On s'en va là. Joël, première difficulté? Je dirais établir une... Moi, j'ai plus un côté orienté produit là, dans tout ce que j'ai fait. Puis c'était d'établir une vision, puis de la maintenir, puis d'avoir tout le monde qui embarque dans la vision, puis... aussi d'établir, de faire les choses différemment, puis d'embarquer toute la gang à vouloir faire ça, à changer leurs habitudes, à changer des techniques de travail, à amener des détails quelconques. Je pense que c'est ça, c'est une difficulté, puis en même temps, c'est un challenge. C'est d'amener le monde à garder la vision qu'on veut avoir pour le type de produit qu'on veut commercialiser, mettre en marché. Puis quand tout le monde embarque là-dedans, normalement, ça fonctionne bien. Puis il faut garder le target, c'est ça qui est tough aussi. Des fois, on peut se laisser influencer pour... question de coût, question de pouvoir avoir plus de volume, mais tu sais, des fois, à court terme, ça peut être bon, puis à long terme, ça peut peut-être être nuisible. Fait que c'est de garder un peu son minding, c'est quoi l'idée de base au départ, puis c'est ça. Génial. Et là, ça fait des forces différentes, des expériences différentes, qui fait qu'aujourd'hui, vous faites une équipe très multidisciplinaire et je suppose que vos qualités ensemble forment une synergie qui vous aide aujourd'hui, là. Ouais. Définitivement. Absolument. Puis en plus, notre autre partenaire, Jean-François, lui, c'est l'administration, les finances, tout ça. Fait qu'on a vraiment une équipe complète. Avec Jean-François, là, au niveau du finance. Toutes les sphères, vraiment, on est complet là-dessus. C'est le fun. C'est quoi que mené au moment où vous êtes assis ensemble puis on part une brasserie au centre-ville de La Chute? Ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé un souper chez Joël, puis moi, j'étais à ma retraite, ça faisait 2 mois, puis là, je commençais à m'ennuyer.
Fait qu'ils disaient, on pourrait peut-être partir une petite microbrasserie dans ton garage. Fait que, au départ, on partait ça dans mon garage à Brownsburg. Puis là, ben, la régie des alcools, ça fonctionnait plus pantoute pour faire ça. Fait qu'on pouvait faire de la bière, mais pour nous autres seulement. Fait qu'après ça, tranquillement, on avait déjà cette bâtisse-là, moi puis Joël. Fait qu'on a décidé de le faire dans le petit hangar qu'il y avait en arrière. Mais là, ça devenait encore compliqué. Fait que ça a fini que la boutique, elle a fermé ici. Fait qu'on a pris tout le local, on a investi encore plus. Fait qu'on a parti d'un petit projet de rien, un projet de 800 000 à peu près, là, à la fin. Là. C'est comme... ouais. Ça va vite, Ça mais a évolué vite. Ça a changé vite, C'est bien. Puis toi, tu t'es intégré au projet comment? Ben moi, je suis chum avec Joël depuis l'âge de 16 ans à peu près, là, dans ces eaux-là. Puis on a toujours été chum. On a bu de la bière en masse ensemble. Puis on est des gros tripeux de bière de microbrasserie. Là, ça fait, je te dirais, peut-être 6 ans, là, comme il faut qu'on patauge là-dedans. Puis qu'on en tripe, on fait des voyages par rapport à ça. Fait qu'on cherche des nouveaux goûts, des trucs de même. Fait que quand c'est venu à jaser ensemble, on embarque dans le projet. J'ai sauté sur l'occasion tout de suite. Ça me passionne, tu sais, les bières, tout ça. Découvrir des nouveaux stocks. Puis ça manquait un peu ici au Québec, le genre de bière que nous, on recherchait beaucoup du Vermont, New York, tout ça. Ben, c'est ce que je voulais dire. C'est très East Coast ou côte est américaine, votre bière, surtout vos IPA que vous faites. Ouais, votre inspiration vient de là? Exactement, Okay. c'est ça. Le Vermont, pour nous, c'est une plaque tournante là, de la bière. Autant Joël que moi, je pense. Après ça, on trouvait que ça manquait, fait qu'on a dit, OK, on va se lancer vraiment dans les IPA, puis les trucs un peu comme ça. Différents. Il y en a au Québec qui se fait, mais pas tant que ça encore. Il y a encore beaucoup de place pour ce genre de bière-là au Québec. Mais on s'est beaucoup inspiré de Foam Brewers, qui est à Burlington, dans le centre-ville, qui est un beau taproom, la brasserie directement. Bien, maintenant, ils ne brassent plus vraiment dans le taproom. Ils ont une usine maintenant, mais quand même, le concept, c'est ça, pour le cachet puis tout, puis la façon qu'ils fonctionnaient, les types de bières qu'ils font. Fait que c'est vraiment notre inspiration de base. Puis, toujours des nouvelles bières qui arrivent. C'est ça, on voit ce concept-là aussi n'était pas bien implanté au Québec encore, d'avoir toujours de la nouveauté. Puis c'est quelque chose qui est fort aux États-Unis. Oui, absolument. Mais là, on voit, ça fait un peu plus d'un an que vous êtes ouvert, 1 an et demi. Le 4 juillet, ça fait Le 4 juillet, ça fait 1 an. Donc, ça va bien à date? On voit que... Ouais, super bien. Parfait. Ça va super bien. On ne s'attendait pas à ça, honnêtement. Oui, vraiment. L'engouement, des gens, les gens, ils viennent, ils ont le sourire, ils consomment la bière. On distribue à Montréal aussi. On fournit pas, là. Mais c'est ça, je te vois dire. Là, vous êtes conseiller microbrasserie, mais vous avez une capacité de production quand même impressionnante, puis vous allez agrandir, en plus. On va avoir 5 fois la capacité 5 fois. a là. C'est génial. Puis ça, écoutez, c'est un autre problème de gestion qui embarque, là. Mais là, c'est rendu une usine. C'est exactement. Presque, mais on est encore moins gros que certains. Là, comme Boréal, on est allé brasser chez Boréal la semaine passée, puis on s'est dit non, c'est trop gros, là. C'est trop gros. Les syndicats, des trucs comme ça. Exactement. Puis les C'est normes. moins Pas de plaisant. problème. Vous partagez les responsabilités comment? Ben moi, c'est la production, tout ce qui est usine, l'automatisation, puis tout ça, là, la construction, tous les projets de production, dans le fond. Là. Serge est vraiment là du lundi au vendredi de 8 à 5, là, principalement. C'est lui, notre homme qui est sur place. Parce que les autres, ils ont chacun une job. C'est ça. Oui, c'est ça. On n'a pas lâché nos autres projets. Oui, exact. Fait qu'on roule 2 jobs, moi puis Joël. JF, il est à Victoriaville. Il vient quand on a des réunions, mais il n'est pas là temps plein, mettons. Fait que c'est ça. Puis moi puis Joël, on se partage plus qu'est-ce qui est tout marketing. Moi, c'est vraiment accès photo, vidéo, production d'étiquettes, idées, nom de bière. Recettes, c'est plus Joël. OK. J'accompagne Joël dans les recettes. Pour mes goûts, mais celui qui monte les recettes, c'est vraiment Joël. On a parlé que vous aimez vous inspirer puis changer vos produits souvent. Votre processus pour ça, c'est quoi? Évidemment, il y a des idées, on teste les recettes. Ensuite, petit focus group, on se met ensemble entre amis ou... Oui, je te dis. On teste pas. On teste pas? plus bien. Non? En fait, on a testé au début, puis après ça, on a fait des chapitres dans des bières pour nous permettre de tester différents mâles, différentes techniques. Puis là, on a compris plein de choses. Puis à chaque nouvelle brasse, dans le fond, on teste des nouvelles choses. Mais on a une base qu'on connaît bien, donc on est capable quand même d'avoir une idée de ce que ça va donner. Là. On n'est pas surpris à 100%. On n'aurait pas dû faire ça. Donc, il y a des mix qui se font, il y en a d'autres qui se font pas. C'est ça, exactement. On n'essaie pas des affaires complètement funky. Ça, si on le fait, on le laissait en petit fermenteur. On l'a fait quelques fois cet été pour tester vraiment quand on n'est pas certain. Bon, il va comme ça, puis des fois on part d'un nom, on fait une bière, des fois on part d'une recette, on donne le nom, ça dépend des idées qu'on a. Puis là-dessus, on n'a pas de ligne directrice. Non, ça va dépendre de ce qui arrive au moment où est-ce qu'on est là-dedans. Là.
À part l'agrandissement, avez-vous un projet spécial, quelque chose, un événement qui s'en vient? Bien, ce samedi, en fait, c'est l'Halloween. On a notre release de 5 bières. Écoute, je sais bien que l'émission, quand elle va passer, ça va être Ouais, c'est un peu trop tard. Mais c'est ça. Ça, c'est un gros événement pour nous qui s'en vient. On a une belle collaboration avec Boréal qui s'en vient, avec Bas-Canada, Brasserie Pub Brewski aussi. Messorem qui s'en vient. Fait que en ce moment, on va brasser ailleurs aussi, chez d'autres brasseries. Fait que c'est vraiment le fun. On est vraiment occupé avec des belles collabos. C'est vraiment le fun. Tu sais, c'est le fun. C'est un monde tissé serré, les gangs se tiennent. C'est bien. C'est un beau réseau. C'est bien le fun. Merci beaucoup, messieurs. Très intéressant, très passionnant. Je vous souhaite toute la chance pour la continuité. Cette émission vous a été présentée par Place aux Jeunes Desjardins MRC d'Argenteuil qui a pour mission de lutter contre l'exode de nos jeunes. C'est l'opportunité pour eux, par le biais d'activités, d'acquérir des outils pour réussir leur carrière dans notre région. Place aux jeunes parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent dans Argenteuil.